Lui, c'est Jérôme. Il a 52 ans et il est alcoolique chronique. Une nuit d'août, complètement ivre, il frappe un homme au visage. La victime s'effondre. Direction l'hôpital, plusieurs points de suture et Jérôme est arrêté. Il sera jugé dans quelques semaines et face au juge, une question va se poser, faut-il l'enfermer ou faut-il le soigner ? Cette question, j'ai eu l'occasion de la poser à des étudiants de Nantes Université et leurs réponses ont révélé quelque chose d'assez fascinant. Une sorte de paradoxe français qui nous en dit beaucoup sur notre rapport à la justice et à la maladie mentale. Je pense qu'il faut d'abord soigner avant de s'occuper de ce qui s'est passé en soi. Et puis c'est une conséquence aussi de sa maladie, parce que voilà. Effectivement, la solution de mettre la personne dans un lieu fermé, clos, pas une prison comme on l'entend très dure, où voilà, ils sont peut-être un peu maltraités sur certains aspects, mais qu'elle ne sorte pas et qu'elle se concentre vraiment que sur son problème en fait, avec des séances dédiées, des moments pour faire autre chose que penser à l'alcool. Ces étudiants proposent spontanément des choses simples. Des obligations de soins, un suivi psy, de la surveillance électronique, des interdictions de fréquenter certains lieux. Ils inventent, sans le savoir, ce qui existe déjà depuis des décennies en France. Il ne faudrait pas l'envoyer direct en prison sans s'occuper de son souci de base. Parce que le souci de base, c'est pas vraiment qu'il ait frappé l'homme et qu'il l'a envoyé à l'hôpital. C'est surtout qu'il soit alcoolique et qu'il n'arrive pas à gérer ça, que c'est chronique, etc. Après, il y a toujours aussi ce besoin de justice, parce qu'il a quand même fait du mal. Et ça reste lui qui l'a fait, même si c'était sous l'emprise de l'alcool. Cet étudiant vient de résumer en quelques mots ce qu'on appelle la probation. Une sanction, un accompagnement, un contrôle, tout à la fois. Pour comprendre pourquoi cette solution semble si évidente aux citoyens et pourtant si controversée dans le débat public, j'ai rencontré Virginie Gautron. Elle est chercheuse dans le laboratoire Droit et Changement Social à Nantes Université. Elle étudie comment le système judiciaire condamne les infractions. Et elle a passé des années à analyser ce qui se passe vraiment quand justice et santé mentale se rencontrent. Toutes ces recherches sont dans ce livre qu'elle vient de publier. Et ce qu'elle m'a raconté va vous faire voir la justice complètement différemment. Virginie Gautron et son équipe ont étudié près de 2700 dossiers judiciaires sur 15 ans dans 6 tribunaux français. Leur objectif, c'était de comprendre comment la justice utilise les soins pénalement ordonnés, c'est-à-dire les obligations de se faire soigner imposées aux personnes qui ont été condamnées. Et le premier constat, c'est quoi ? Leur utilisation a doublé entre 2000 et 2015. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il y a plus d'alcooliques ou de toxicomanes qui passent devant les tribunaux. Non, les juges prononcent de plus en plus ces mesures pour d'autres raisons. Lesquelles ? La personne, elle va non seulement devoir aller voir son agent de probation, mais elle va devoir aussi aller voir un professionnel de santé, voire deux, parce que dans un dispositif qu'on appelle l'injonction de soins, vous avez en plus du thérapeute un médecin coordonnateur qui doit vérifier que la personne suit bien ses soins et qui va voir la personne 4 fois par an. Les professionnels de santé, ils ont le sentiment d'être instrumentalisés, non pas pour soigner, mais plutôt pour contrôler les personnes. Pour être clair, un agent de probation, c'est un professionnel qui suit les personnes condamnées pour vérifier qu'elles respectent bien leurs obligations. Et le médecin coordonnateur, c'est celui qui supervise le suivi médical. 3 professionnels au lieu d'un, ça fait 3 fois plus de surveillance. Mais alors, est-ce que ça marche, la probation ? Et la réponse est claire, oui. Et souvent, mieux que la prison. Toute la recherche scientifique internationale le montre. Les alternatives à la prison sont plus efficaces. Elles empêchent mieux la récidive, c'est-à-dire le fait de recommencer, de commettre à nouveau un crime. Prenons Jérôme, notre alcoolique chronique. On le condamne à 6 mois de prison ferme. Le problème, 6 mois, c'est trop court. À peine le temps de démarrer un vrai suivi thérapeutique sérieux. Il sort, sans logement, sans emploi, il recommence à boire et potentiellement, il commet à nouveau une infraction. Avec l'approbation, c'est différent. Pas de prison, mais des obligations strictes. Travailler, se soigner, indemniser la victime, interdiction de fréquenter certains lieux et des rendez-vous obligatoires chaque mois avec un conseiller. S'il ne respecte pas tout ça, retour direct en prison. Les peines alternatives fonctionnent beaucoup mieux sur ce point, avec cette épée de Damoclès, parce que les gens envisagent souvent ces peines comme des cadeaux, c'est pas le cas du tout, et vous avez des révocations assez régulières, donc si la personne elle joue pas le jeu, elle retourne en prison. Alors, pourquoi ça ne marche pas mieux en France ? Et c'est là que l'enquête de Virginie Gautron révèle le vrai problème. Une guerre invisible entre les juges et les soignants. Et au cœur du conflit,
on a le secret médical. Côté juge, On a besoin de savoir si la personne va bien aux soins, si elle s'investit. Le secret médical, ça concerne le diagnostic, pas l'investissement. et côté soignant, Le secret médical est absolu. Tout ce qui est vu, entendu et même compris. Si on donne des infos à la justice, on brise la confiance. Et sans confiance, pas de thérapie. pour comprendre l'enjeu, Virginie Gautron prend un exemple glaçant. Un pédophile condamné qui a encore des fantasmes envers des enfants. S'il pense que son thérapeute va rapporter ses confidences à la justice, il dira rien du tout. Et résultat, aucun traitement sera possible. S'il a le sentiment que son thérapeute va tout rapporter aux acteurs judiciaires, il va évidemment pas en parler. Les professionnels de santé vont vous dire à raison, mais s'il m'en parle pas, je ne peux rien faire et je peux pas le traiter. Mais cette tension révèle un problème plus profond. On prononce de plus en plus d'obligations de soins, mais il y a de moins en moins de soignants disponibles. Et c'est là que les chiffres font mal. La France est à l'avant-dernier rang du Conseil de l'Europe pour son budget justice. En Allemagne, il y a 2 fois plus de juges et de procureurs qu'en France, pour une population équivalente. Et pire encore, en France, un agent de probation doit suivre entre 70 à 100 personnes en même temps. Dans les autres pays d'Europe, c'est 25 à 40 maximum. Du coup, c'est quoi le résultat? C'est que beaucoup de psychologues, de psychiatres, de médecins refusent de travailler avec les personnes envoyées par la justice. Et pourquoi? Parce que c'est un public qui vient sous contrainte. Ils n'ont pas envie d'être là. Et ils sont souvent réticents. Et surtout, les soignants ont l'impression qu'on leur détourne de leur mission principale. On leur demande de surveiller plus que de soigner. Les professionnels de santé vont dire, dans plein de situations, on prononce des soins pénalement ordonnés alors que c'est pas adapté. La personne, elle a pas vraiment de troubles psychiatriques. C'est un registre plus éducatif qui sera adapté et pas des soins. Donc voilà, il y a un sentiment de manque de ciblage et donc ils ont l'impression d'être sollicités pour normaliser, on va dire, les personnes. Normalement, les soins, c'est pour soigner, voilà. Mais alors, pourquoi cette déconnexion entre ce que montre la recherche et ce qu'on entend dans le débat public? Eh bien, Virginie Gautron a une explication, et ce serait que nos représentations sont biaisées. Les gens pensent très vite prison, parce que quand on les interroge sur la sévérité, sur la peine, ils pensent à des faits criminels très graves. Voilà. Et en fait, quand on présente aux gens des situations concrètes, déjà ça les amène à humaniser un petit peu plus le prévenu, à s'identifier parfois un petit peu plus. Le problème, c'est le discours dominant. Depuis des années, on nous promet la même chose. Plus de sécurité, plus de prison, plus de sévérité. Mais derrière cette pensée magique, comme dit Virginie Gautron, se cachent des affirmations trompeuses. Prenons un exemple qu'on entend très souvent. La délinquance explose. Eh bien, les stats disent le contraire. Les vols baissent depuis des décennies, les cambriolages aussi. Les homicides sont passés de 1600 victimes par an dans les années 90 à environ 1000 en 2020. Et un étudiant l'a dit parfaitement. Surtout quand on voit peut-être d'un point de vue même économique, parce qu'une place en prison, ça coûte très cher à l'État. Donc c'est peut-être à prendre en compte également. Et en plus, quand on voit les conditions de détention actuelles, qui sont quand même beaucoup décriées, est-ce que c'est un cadre qui va aider Jérôme comme ça, de but en blanc, de le mettre 6 mois en prison? Chez nous, tout est appréhendé sous un angle purement moral, purement populiste pour gagner des voix. Mais attention, la probation, c'est pas non plus une solution miracle. Elle a ses limites, et je pense que c'est important qu'on en parle. La France est aujourd'hui le 2e pays d'Europe en termes de recours à la probation, juste après le Royaume-Uni. Mais voilà le paradoxe, c'est que cette augmentation massive n'a pas réduit le nombre de détenus. Au contraire, on incarcère plus et on prononce plus de probation. Pourquoi? Eh bien, peut-être parce qu'on se donne pas les moyens. Comment accompagner sérieusement quelqu'un quand un agent doit gérer 100 personnes? Et les études le montrent. C'est le manque de suivi qui pousse les gens à ne pas respecter les obligations, ce qui les renvoie en prison. Et puis il y a les victimes. Elles pensent quoi, les victimes? Contrairement aux idées reçues, les stats sont clairs. 94% des victimes disent que leur priorité, c'est que le criminel ne recommence pas. 81% préfèrent une peine efficace plutôt qu'une peine sévère. Elles ne réclament pas forcément de la prison. Elles veulent de l'efficacité. Alors pour certains profils, la prison peut être nécessaire, au moins temporairement. Les récidivistes violents, les personnes qui représentent un danger immédiat, ça, personne ne le conteste. Mais pour la majorité des condamnés, notamment ceux avec des addictions comme Jérôme, l'approbation devrait être la norme, à condition bien sûr de lui donner les moyens. Bon, alors,
qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qui ressort des réponses des étudiants et que confirment les travaux de Virginie Gautron, c'est qu'on n'a pas vraiment à choisir entre soigner et punir. L'approbation, les obligations de soins, c'est justement la combinaison des deux. Virginie Gautron soulève un point crucial sur ça, c'est que c'est pas vraiment en construisant plus de prisons qu'on règle les problèmes, c'est plutôt en investissant en amont, dans la protection de l'enfance, dans la psychiatrie et la santé mentale, des secteurs en grande difficulté aujourd'hui. Dans la prévention, le social, le sanitaire, et les données le montrent en fait. Une grosse partie des condamnés ont un parcours difficile. Placement dans l'enfance, violences subies, exposition aux violences conjugales, alcoolisme des parents. Si on protégeait mieux ces enfants aujourd'hui, on aurait peut-être moins d'adultes en difficulté demain. L'alcoolisme, c'est une addiction. Ça vient parfois de choses beaucoup plus profondes que ce qui peut paraître. Cette analyse rejoint la science. Et pourtant, ces investissements sont malheureusement rarement au cœur du débat politique. Notre Jérôme du début existe. Il a un nom, un visage, une histoire. Et derrière sa violence, il y a peut-être des traumatismes, une dépendance, une souffrance. Est-ce que l'enfermer 6 mois va régler le problème ou est-ce qu'il vaut mieux pas s'attaquer à la source? L'obliger à se soigner, le suivre, l'accompagner, tout en le sanctionnant, comme l'ont proposé ses étudiants. Et la science a tranché. Les citoyens le comprennent quand on leur explique les faits. Reste à savoir si les politiques publiques vont suivre. Parce qu'au final, la vraie question, c'est pas de savoir si on doit soigner ou punir, c'est de savoir si on veut vraiment que ça s'arrête. Alors ce reportage a été rendu possible grâce au laboratoire Droit et Changement Social à Nantes Université et à l'Union Européenne. Un immense merci à Virginie et à Katia du laboratoire, à Charlotte et à Mathilde de la mission de diffusion de la culture scientifique et technique de l'université. Et aussi à toutes les étudiantes, tous les étudiants qui ont bien voulu répondre à mes questions. Par le passé, j'ai eu l'occasion de faire 2 autres vidéos pour Nantes Université. Alors, il y a celle-ci, où on a fait déguster des insectes à des passants pour étudier leur réticence. Alors ça allait du criquet jusqu'aux tarentules et j'ai même mangé un scorpion pour cette vidéo. Et une autre où j'étais invité dans le bloc opératoire du CHU de Nantes pour comprendre comment éviter la rupture des anévrismes cérébraux. Et juste après, on est allé dans un laboratoire pour découvrir les dernières avancées scientifiques sur le sujet et c'était super passionnant.